Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous donner des indications sur où vous en êtes sur l'échelle de l'épuisement que connaissent à peu près toutes les mères du monde à un moment donné de leur vie, mais dont elles ont souvent du mal à juger de la gravité. C'est vraiment le but de mon propos, c'est est-ce que c'est normal ce que je vis ou est-ce que c'est pas normal? En d'autres termes, est-ce que c'est normal et est-ce que ça va passer? Ou est-ce que je fais le plus de ce que je peux faire, ou est-ce que c'est pas normal et est-ce que je suis en train de m'enfoncer dans un épuisement qu'on appelle aussi le burn-out maternel, qui confine à la dépression et qui va me faire du mal à moi et à mon entourage. C'est le but de cette vidéo que je vous présente tout de suite. Elle a été tournée il y a quelques temps. Je m'y présente rapidement tout de suite, comme ça vous enchaînez directement avec le contenu après. Je suis Valérie de Mainvielle, certaines d'entre vous me connaissent déjà, d'autres pas encore. Pour faire court, je peux dire que je suis psychologue clinicienne, c'est ma formation d'origine. J'ai travaillé dans plein d'endroits différents. Euh, Ce que j'ai préféré faire, c'est travailler dans les écoles et les lycées et les collèges en tant que psychologue, travailler aussi dans la formation auprès du personnel médical, du médecin à l'assistante sociale, en passant par les assistantes maternelles d'ailleurs. Euh, j'ai aussi travaillé dans des entreprises, j'ai travaillé dans un centre médical en tant que psychothérapeute et en 2012, je me suis formée à l'art-thérapie. Donc je suis aussi art-thérapeute. De toutes ces expériences variées, de tout ce que j'ai appris, aimé, trouvé très pertinent, j'ai fait une méthode, ma méthode que j'ai fabriquée, la méthode Ma Juste Place, pour servir à qui? À vous ou à des femmes comme vous qui se sentent épuisées à force de tout vouloir concilier. Leur rôle d'épouse, leur rôle de mère, leur rôle dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale en général, parce qu'elles veulent, elles sont assez ambitieuses ou exigeantes, disons, pour leur vie. Elles veulent tout bien réussir. Seulement, à force de tout vouloir bien réussir, elles s'épuisent, elles se négligent et commence l'engrenage négatif dans lequel vous êtes peut-être engagé vous-même et qui vous mène aujourd'hui sur cette vidéo. Je vous laisse tout de suite accéder au contenu et on se retrouve après. Alors, comment on en arrive à ce trop-plein, que certaines appellent épuisement ou burn-out maternel? D'abord, ouais, la méthode artisanale fonctionne aussi. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. J'ai trois critères qui sont ce que j'ai observé. Vous vous êtes peu à peu oublié. C'est-à-dire qu'à force de vous occuper des autres, vous avez pris l'habitude de négliger vos besoins, vos désirs et jusqu'à parfois votre rythme pour adopter ceux des autres. C'est frappant la vitesse à laquelle on peut se laisser entraîner pour, par exemple, quand on rentre du boulot le soir et qu'on retrouve ses enfants, oublier d'aller faire pipi, par exemple. Alors que juste avant d'arriver, je me disais, oh, j'ai très envie d'aller faire pipi. Et oui, et en arrivant, le fait d'avoir les enfants qui vous sautent au cou, qui vous embrassent, etc., eh ben, vous n'allez pas faire pipi. Ça, c'est quand même le signe que vous vous êtes oublié. C'est un tout petit signe parmi plein d'autres. Et le fait que les besoins des autres prennent le pas sur vos propres besoins, ça, c'est un signe qui doit vous alerter. Ensuite, il y a la volonté de perfection qui touche énormément de femmes. Exigeantes avec elles-mêmes, on en a parlé au début, hein, c'est à ces femmes-là que je m'adresse. C'est les femmes qui sont exigeantes, pardon. C'est-à-dire qu'elles aspirent à une chouette vie, vraiment, vraiment chouette. Donc, exigeante avec vous-même, ok. Vous avez développé une exigence très forte avec les autres, qui confine souvent au contrôle de la situation et au contrôle des autres. Le vouloir contrôler la situation, certaines en viennent même parfois à parler à leur mari presque comme à un enfant. Fais ci, fais ça. C'est un glissement dont parfois on ne se rend pas vraiment compte et qui vous fait arriver à une situation que vous détestez, dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus, mais dont vous ne pouvez plus sortir. Ça vous coûte une énergie énorme et ça vous mène à une déception tout aussi énorme. Peut-être que je vais un peu vite. C'est deux choses que j'entends souvent dans la bouche des femmes qui arrivent chez moi. Et au lieu de changer, parce que beaucoup des femmes qui viennent me voir, en tout cas, en sont conscientes de ça. Elles sont conscientes qu'elles sont dans le contrôle ou qu'elles ont une exigence trop forte. Mais impossible de changer ses habitudes. Au lieu de les changer, elles se renforcent dans ce comportement dur. Et elles s'en veulent d'autant plus. Alors voilà le troisième événement dont je parlais tout à l'heure. Ça s'est mélangé dans mes slides.
L'engrenage qui mène au trop-plein, oui. Donc l'événement qui vient remplir le vase jusqu'au trop-plein. J'en avais parlé tout à l'heure, qui fait tout exploser. Ce trop-plein, c'est le trop-plein, vous avez compris, du désir des autres. C'est le trop-plein des autres qui fait écho à un trop vide de soi. Bon, je vais à fort, hein, je caricature un petit peu, c'est pour dans un but explicatif. Ce trop-plein, pour moi, c'est un trop-plein des autres et un trop vide de moi. Vous voyez des femmes qui font des tas de choses et vous vous dites, pétard, comment elle fait? Elle a tant d'enfants, elle est toujours impeccable, elle donne du temps à un tel, en plus elle travaille quand même, comment est-ce qu'elle fait? En fait, c'est pas tant ce que vous faites qui vous épuise, c'est la façon dont vous le faites, ou c'est la raison pour laquelle vous le faites. Quand on aborde la question de la gestion du temps avec les femmes que j'accompagne, j'aime bien faire la distinction assez vite entre le temps réel et le temps mental. Une tâche peut vous paraître excessivement fatigante si vous la faites sans aucune passion, en n'y mettant aucun cœur. Et l'inverse est vrai. J'ai mis en dessous la femme qui souffrait dans les squares. Alors ça, c'est une femme qui est venue me voir et qui s'obligeait à emmener ses enfants jouer. Alors, elle avait 3 enfants petits, donc elle avait besoin de sortir. C'était absolument indispensable. Plutôt, ses enfants avaient besoin de sortir. Et elle les emmenait dans les squares. Et elle me disait que dans les squares, elle remarquait que c'était là qu'elle criait le plus, qu'elle s'énervait le plus. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte ensemble qu'en fait, elle détestait les squares. Elle n'aimait pas l'ambiance, elle n'aimait pas... ça la stressait énormément de voir les autres parents crier sur leurs enfants. Elle était inquiète pour ses enfants parce qu'avec 3 enfants dans un square petit, il fallait qu'elle surveille de partout. Bref, elle souffrait terriblement dans les squares. À partir du moment où elle s'est rendue compte que c'est ça qui faisait que les sorties au square l'épuisaient, elle a pu changer du tout au tout. Et au lieu de sortir dans les squares, elle décidait d'emmener ses enfants faire les courses, par exemple. Ça lui coûtait absolument pas la même énergie, parce que les courses, de toute façon, il fallait les faire, et que l'environnement des grands magasins ou du marché ne lui procurait absolument pas la même souffrance que le soir. Bon, c'est une façon d'illustrer le fait que c'est pas tellement ce que je fais qui m'épuise, mais c'est la façon dont je le fais, ou c'est pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais. D'où j'ai cette idée qu'il faut aller dans les squares pour distraire les enfants. C'est une question qui vaut la peine d'être posée pour plein de choses qu'on fait. Alors, je regarde l'heure pour ne pas dépasser 14 heures. OK. Le burn-out maternel. Bon, je vous l'ai dit, j'aime pas du tout les termes psy, le jargon psy, mais c'est quand même un mot qu'on entend traîner un peu partout. Donc, j'y consacre un petit slide. Le terme de burn-out maternel, qu'est-ce que c'est? Ça désigne justement ce trop-plein, une saturation, mais alors poussée, j'ai mis à son paroxysme, dans la mesure où on parle de burn-out maternel pour décrire des femmes qui n'en peuvent plus, mais qui continuent quand même. Et ça, c'est un signe très important. C'est-à-dire qu'elles sont allées tellement loin dans la non-écoute de soi qu'elles continuent quand même, tout en se voyant épuisées, à bout de ressources. Alors, une définition dit que le burn-out maternel arrive quand la personne a puisé complètement dans ses ressources, sans les alimenter ou en les alimentant trop peu. En tout cas, il y a un fort déséquilibre entre les entrées et les sorties, ce qui fait qu'elle dépasse ses limites, elle perd son énergie vitale, j'ai ajouté, et son sentiment de soi, parce que pour moi, ça rejoint la question de la place, c'est-à-dire qu'elle se sent vraiment complètement décalée d'elle-même, avec une impossibilité de s'arrêter. Alors ça, je l'ai mis en gras, parce que c'est une caractéristique qu'on retrouve très souvent, et qui est vraiment typique de cet état-là, qui est qu'on ne s'arrête pas. Il y a plein de raisons à ça. Il y aurait de quoi en faire à une autre conférence, mais c'est un critère très important. Alors, moi, au lieu de parler de burn-out maternel, je parle d'épuisement. Ce que j'ai écrit, c'est que j'aime bien ce terme dans la mesure où il regroupe à la fois l'épuisement physique et moral, l'épuisement, la grande sensation, la grande fatigue physique et morale que vous pouvez ressentir, mais il y a aussi cette idée d'épuisement des ressources. Il n'y a plus de ressources à l'intérieur. Et quand il n'y a plus de ressources, on est sur la réserve. Et là, on crie. On crie, on s'énerve, on pleure, on se sent coupable. C'est comme ça que ça vient. Alors la question, c'est comment repérer où j'en suis.
J'ai reçu des femmes qui étaient après un burn-out, entre guillemets, donc après la phase d'épuisement. La majorité était épuisée, mais avant le craquage ou la gravité de la situation. C'est pas toujours facile de repérer où on en est, surtout quand on a des difficultés à s'écouter. Ah, je me suis trompée. Alors, je reviens en haut comme ça et je change ici. Alors, là aussi, ça n'a rien de scientifique, c'est tout à fait empirique. Mais voilà ce que j'observe. C'est pas vraiment des phases, c'est plutôt des façons de repérer où on en est dans l'épuisement. La première façon, c'est je perds mon calme. Si je perds mon calme beaucoup plus souvent, si je perds mon calme tous les jours, je dois m'alerter. Alors, comment savoir? Ça veut dire quoi, je perds mon calme? Ça veut dire, oui, bon, c'est tendu à la maison, je crie plus souvent, je m'énerve plus souvent, mais ça va, je vais m'en sortir toute seule, les prochaines vacances vont faire du bien. Si les prochaines vacances font effectivement du bien, impeccable. Ça, c'est une situation qu'on connaît toutes, où on n'a pas forcément besoin d'aide, dans la mesure où ça revient à l'équilibre régulièrement. Si ce n'est pas le cas, il faut faire attention parce que ça peut évoluer vers « je perds confiance ». C'est-à-dire, j'ai perdu mon calme, je le perds très souvent. Je perds confiance aussi, ça veut dire je deviens irritable. Ça, c'est une bonne façon de repérer. Je me dispute beaucoup plus souvent avec mon mari, mon couple empathie. Je crie et ou je râle tous les jours à la maison parce que râler, c'est à peu près comme crier sur les enfants. J'ai l'impression que tout repose sur mes épaules, donc il y a ce sentiment de lourdeur qui est le début de l'épuisement. Je culpabilise. Important de le repérer. Je me sens seule et nulle. Alors, je vous ai mis plein de mots qui vous aident à repérer est-ce que vous êtes en train de perdre confiance ou pas. Pour moi, c'est un cran au-delà. Après, je perds mon calme, je perds confiance. Là, il faut se faire aider. Parce que c'est très ennuyeux de perdre confiance et parce que retrouver confiance toute seule, c'est vraiment compliqué. Donc, besoin d'aide. La troisième phase, enfin, je vous ai dit, phase, c'est relatif. Le troisième indice, on va dire, c'est je perds ma santé. Alors, je fais exprès d'être assez provoque là-dessus, sur ma santé, parce que pour moi, là, c'est le moment où le corps parle. Le corps, alors j'ai mis je craque, je tombe malade, je fais une dépression, c'est hein, c'est pas tout ensemble. Je suis écrasée par la culpabilité et la rancœur à la fois, et je suis épuisée. Pour moi, le véritable épuisement, l'épuisement prend un autre tour quand on en arrive à perdre sa santé. Comment repérer ça? En développant une écoute de son corps. Alors ça, c'est des choses que j'apprends beaucoup, qu'on apprend ensemble avec les femmes qui viennent me voir. C'est un passage que je trouve passionnant personnellement. Mais c'est les petits bobos tout le temps. Je vais au ski, je me fous d'une cheville. Je reviens, j'ai très mal au ventre. J'ai ci, j'ai là. Nous, les femmes, on a tout le temps des petits bobos un peu partout. Et on a aussi cette tendance à ne plus les écouter au bout d'un moment. À vivre avec des petites douleurs tout le temps. Dans le cadre si vous êtes dans cet état où vous voulez tout réussir, de Wonder Woman, attention à ces signes que votre corps vous envoie. Ça me paraît là aussi hyper important de savoir vous faire aider pour apprendre à réécouter ces signes-là et puis surtout à leur offrir une autre réponse. Parce que souvent, vous leur dites, oui, bon, bah ça va passer. C'est une sale période, ça va passer. Allez, je serre les dents, je serre les fesses, ça va aller. Et plus vous serrez les dents, et moins ça passe, bien sûr. Plus le corps va encore se manifester d'une autre façon, avec une autre douleur. Quand on est dans cette phase-là, très souvent, on est à la fois pleine de culpabilité, donc on se trouve vraiment nul, on s'en veut terriblement après avoir crié, et aussi, et c'est parfois surprenant, on en veut beaucoup aux autres. Donc on se sent encore plus agressive, comme si on avait cette tendance à rejeter tout ce qui se passe sur le monde extérieur. Ouais, mais c'est mon mari qui ne comprend rien, puis de toute façon, il ne m'aide pas. Mes enfants, ils font tout pour me rendre dingue. Bon. Donc, il y a ce double mouvement. Ça peut être quelque chose qui vous aide à repérer dans quel état vous êtes. Je continue. On en arrive au troisième chapitre de l'épuisement. Il faut que j'avance un peu plus vite. Ce que ni les maris, ni les mères ne comprennent. Alors ça, c'était une façon un peu humoristique de vous expliquer comment est-ce que tout ça arrive. Cette image, elle est connue, je l'aime bien.
Les femmes que je reçois au début, elles sont toutes dans un état d'épuisement et ou d'angoisse très important. Elles pleurent lors du premier rendez-vous, très souvent. Elles parlent parfois de comportements alimentaires désordonnés, d'une grande culpabilité. Elles se disent découragées. Et certaines me disent même, je ne me reconnais plus, ou on m'a dit hier aussi, je ne sais même plus ce qui me fait plaisir. Et bien pour moi, ça, c'est des phrases qui sont graves. Et ça doit être pris au sérieux. On en parle peu. Pourquoi? On en parle aux copines, oui, un peu, mais il y a toujours ce côté, enfin, ça va, globalement, on s'en sort. Ces femmes-là, elles me disent, oui, on n'en parle pas vraiment. On ne dit pas que c'est grave. On ne dit pas combien on se sent mal. Pourquoi? Essentiellement par culpabilité, parce que, parce que ça craint de ne pas y arriver. On devrait y arriver. Et aussi parce que c'est pas du tout reconnu. Ce que ni les maris ni les mères ne comprennent, c'est humoristique, hein, c'est que c'est un phénomène non pas de mode, comme le disait un journaliste, ce qui m'a fait bondir dans un article du Figaro qui est paru cet été, mais c'est un phénomène de génération. Alors, très rapidement, la pression sociale concernant les femmes a énormément augmenté depuis la génération d'avant. Je vous fais un rapide topo parce que quand on regarde ça, ça aide à déculpabiliser. Nos aînés, donc nos grands-mères, je parle pour moi, et nos mères aussi à leur façon, ont énormément lutté pour nos droits. Et parfois, elles envient notre liberté. Elles disent « Oh, bah, à notre époque, on ne pouvait pas divorcer. On n'avait pas le droit de travailler. » Ou on travaillait, pour travailler, il fallait demander l'autorisation de son mari, par exemple. Donc, nous, à notre génération, bénéficions d'une grande liberté qui est aussi une forme de pression, en disant bah, si on a la liberté de travailler, de choisir, de se marier par amour et pas par devoir, bah, on doit le réussir. Alors, pour les nouvelles arrivantes, n'hésitez pas à couper la caméra aussi pour, voilà, merci, pour la connexion. Ensuite, aujourd'hui, on sait maintenant que les attitudes et les mots qu'on dit aux enfants ont un impact énorme sur leur développement psycho-affectif. Là aussi, grosse pression. Il y a 2 générations de ça. Ma grand-mère a été éduquée en ayant le droit de se taire, essentiellement. Les enfants, il fallait que ça suive et puis c'est tout. Aujourd'hui, on sait les leviers qui développent la confiance en eux des enfants. Pression énorme. On ne dit pas n'importe quoi aux enfants, on doit les considérer, ce sont des vraies personnes, etc. Alors, grâce à Françoise Dolto et d'autres qui ont énormément aidé, mais pression supplémentaire. Ensuite, le contrôle des naissances, ça nous donne encore une fois une liberté, mais ça fait que l'enfant a la place d'un choix. Et c'est comme s'il y avait une injonction secrète, en tout cas non vraiment dite, mais qui part du principe que si on choisit d'avoir des enfants, on doit s'en occuper correctement. À l'époque où on avait des enfants sans le vouloir forcément, cette injonction-là ne se présentait pas sous cette forme-là. Enfin, la dernière chose que j'ai choisi de dérouler, et qui est vraiment spécifique à notre génération à nous, c'est les réseaux sociaux. On est toutes influencées malgré nous par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc., qui véhiculent et qui valorisent l'image, la vitrine, l'image au sens, la vitrine, c'est-à-dire ce qu'on voit en dehors de la coulisse, sur le devant de la scène. Sur toutes les photos qu'on met, les enfants sont nickel, on ne met que les photos de choses qui nous rendent heureuses, qui montrent nos enfants épanouis, etc. Et malgré tout, ça nous influence toutes, et ça provoque une dévalorisation de certaines d'entre nous qui disent, mais enfin, le critère, ça doit être ça, d'avoir des enfants heureux, épanouis et des super vacances avec eux. Tout ça explique en partie une pression énorme qui donne ce qu'on voit aujourd'hui, ces craquages, ces burn-out maternels. Bon, je suis passée rapidement là-dessus. Pour conclure que, loin de la norme et de l'image, c'est le retour vers soi qui peut permettre de se sortir de ça, de cette pression-là, de se défaire de cette pression. Cette pression, elle agit de façon, on peut en être consciente ou pas, ou plus ou moins consciente. De toute façon, elle agit énormément. C'est le fait de devoir coller, de vouloir coller à cette norme, à cette image, parfois malgré nous, qui tue ce qu'on a de singulier. J'ai mis en petit La femme et son enfant pain d'épices pour me souvenir de vous raconter cette histoire rapidement de cette femme qui était venue me voir
en disant mon enfant est né il y a 2 ans. Je pensais, j'avais la tête pleine d'images, on en a toutes, hein, de la maternité, très contact peau à peau, très charnel, très sensuel, de la femme qui nourrit son enfant au sein, qui le baigne, qui est très câlin, etc. Et en fait, depuis 2 ans, depuis que mon enfant est né, je n'arrive pas à le câliner, je n'ai pas trouvé le contact. Une femme dans une grande souffrance, se disant la maternité, ça ne doit pas être fait pour moi. Vous imaginez le truc difficile qu'elle est en train de se manger. En discutant, en avançant, elle a peu à peu réalisé que si elle partageait avec son fils quelque chose qu'elle aime vraiment, quelque chose dans lequel elle se sent à sa juste place, peut-être qu'il se passerait quelque chose. Et c'est ce qui s'est produit. Le jour, c'est une femme excellente cuisinière et qui cuisine beaucoup. C'est son truc, elle en a même fait son métier, quasiment. Le jour où, même à l'âge de 2 ans, elle a placé son fils sur la table à côté d'elle pendant qu'elle cuisinait, elle a pu petit à petit transmettre quelque chose. Et ça s'est même fait dans les gestes. C'est-à-dire qu'au début, elle lui donnait une petite boule de pâte, il jouait avec, il la mangeait, il faisait des pâtes à modeler. Et puis finalement, petit à petit, elle a commencé à cuisiner avec lui. Et là, il s'est ouvert un canal d'affection entre deux. Et aujourd'hui, elle a une relation à son fils tout à fait satisfaisante pour elle. Entre autres, elle me disait qu'elle a réussi à trouver une tendresse physique avec lui. Alors, je suis en train de penser à elle et du coup, je m'éloigne un peu de mon truc. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a été très imprimée par ces images de la maternité, ces images d'Épinal quasiment. Et quand elle a trouvé sa propre façon de faire, elle a pu être complètement rassurée en disant, bon, bah voilà, moi, il fallait que je partage ça. Il me fallait ça pour trouver la voie de la tendresse avec mon fils. Donc, c'est bien en revenant vers soi, en faisant un retour sur soi, loin de ces images toutes faites, que la solution se trouve. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!